On vous présente une édition spéciale de Info.tvc Express cette semaine. Dans les prochains 30 minutes, on va vous présenter l'exposition scientifique du Centre matapédien d'études collégiales. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Je suis présentement à l'intérieur du CEMEC pour l'exposition scientifique. Je viens rencontrer les étudiants qui ont préparé des expériences à présenter au grand public, donc pour mieux comprendre la science de façon plus simplifiée. Il va même avoir le défi des catapultes, alors c'est une belle journée à ne pas manquer. Suivez-moi. Je suis avec Geneviève Jean, qui est enseignante en biologie pour l'exposition scientifique. Bonjour Geneviève. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? C'est aujourd'hui le grand jour. On est à l'exposition. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, là, on est tellement contents d'avoir des jeunes qui viennent voir nos kiosques, de retrouver, dans le fond, toute cette grosse effervescence-là qu'on n'avait pas connue depuis 2 ans, là. Ça leur donne, dans le fond, de la motivation pour pouvoir présenter leur kiosque comme ça tout un après-midi avec un auditoire intéressé puis dynamique comme les jeunes du primaire. Là, c'est vraiment le fun. Et on voit qu'il y a plusieurs kiosques. Il y a combien d'étudiants là, qui ont présenté un projet? Il y a 12 étudiants finissants qui ont présenté un projet aujourd'hui. Ça donne 4 kiosques en tout. Puis, les étudiants de première année ont fait une première expérience à l'exposition scientifique en montrant leur talent de constructeur de catapultes. C'est important. Par la suite, on va avoir un tableau, un chiffrier Excel qui va évaluer, calculer les points attribués. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, ça va être un lancer bientôt. Juste à côté. Soit le deuxième tombe sur la pile. Un peu trop loin. Bravo. Maintenant, troisième et dernier lancer. On leur souhaite bonne chance. C'était une belle ligne. Bravo. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est des sujets variés. Là. Il y a plein de sujets intéressants. Là. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est très varié. Ça donne comme ça cette année que les étudiants ont des intérêts qui sont différents les uns des autres. Fait que ça fait une variété de kiosques. Il y en a pour tous les goûts. On a plein de choses à apprendre. Vraiment, oui. Puis ils sont très bons pour vulgariser tout le travail qu'ils ont fait pendant la session. Bien, parfait. Merci beaucoup, Geneviève. Bon, on vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup à vous. Alors, je suis au kiosque de l'émetteur à étincelles avec Victor et Marianne. Bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre kiosque à vous? Tu peux y aller. Bien, dans le fond, nous autres, ce qu'on voulait faire avec ce kiosque-là, c'est reproduire le télégraphe qu'on avait dans l'ancien temps pour communiquer quand on avait un problème, mettons, sur un bateau. Si on coulait, comme on peut voir dans le Titanic, c'est ça, on essayait de communiquer pour dire qu'on avait besoin de problème avec un émetteur comme ça. C'est de montrer un peu comment ça fonctionne. C'est quoi les signaux, comment ça... C'est ça, fait que c'est ça. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, justement? Oui. Dans le fond, tout se passe principalement ici, au niveau de la bobine, qui est juste des fils, dans le fond, qui sont entourés. Au milieu, il y a un noyau en fer qui, l'ensemble, crée un électroaimant. Puis dans le fond, ça permet d'être c'est un aimant qu'on peut activer et désactiver à volonté. Ça attire la plaque en métal qui est juste l'autre côté, qui est collée avec un trombone. Puis quand les deux se séparent, ça fait un étincelle qui, dans le fond, crée des interférences radio, ce qui affecte la radio qui est de l'autre côté.
Fait que dans le fond, ben, ça marche comme ça. Ouais, on peut augmenter le volume aussi. Je vais juste... Fait que là, selon ça marche, on est capable de faire des mots, des textes, on est Ouais. capable d'envoyer un message. À partir du code Morse qu'on a mis juste ici d'ailleurs. Et puis le code Morse, on regarde, disons, la lettre A. On voit un point puis une barre. Ça signifie Ouais. quoi sur la Dans le fond, machine? ça signifie que c'est seulement juste une unité, et après ça, on fait une ligne. OK, un point, c'est juste une fois. Ouais. Puis l'autre, on garde la main Ouais. dessus pour qu'il dure plus longtemps pour savoir comment ça fonctionne. Exactement. Ben, c'est super intéressant. C'est une bonne idée. Combien de temps ça vous a pris, là, tout recréer ce système? Ben, c'est que au début, ce qui a été plus long, c'est de faire des tests parce qu'on savait pas si ça allait fonctionner parce qu'on n'avait jamais fait ça, puis notre professeur non plus. Fait qu'on faisait des tests pour voir si on était capable de créer une étincelle juste. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait plusieurs tests, on a regardé des vidéos. Puis un coup qu'on a pu créer l'étincelle, on avait un peu comme notre système de base. Fait que c'était juste de faire des améliorations pour que ça soit plus beau. Fait que ça a été... c'est le début qui a été plus long. Fait que c'est intéressant en plus de vous donner un peu de fil à retordre à votre professeur. Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup, c'est super intéressant. Félicitations. Ça fait plaisir, merci. Merci. Je suis avec Pierre-Émile et Louis-Alexis. Je vais les laisser nommer l'expérience, eux qui présentent aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Salut. Donc, c'est quoi le nom de votre expérience? La planche de Galton. Et puis, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pour vérifier des lois de la probabilité et de la statistique avec la loi binomiale et la loi normale, en fait. La loi binomiale s'expose ici avec les punaises et la loi normale finit en bas avec les couloirs numérotés. Pour bien comprendre, c'est quoi ça, la loi binomiale et la loi normale? Parce que ça, c'est des termes un petit peu scientifiques. Bon, en fait, la loi binomiale, quand la bille va descendre du couloir, elle va arriver à un obstacle, donc la punaise. Donc, quand elle va pogner la punaise, elle va avoir un choix, soit aller à droite, soit aller à gauche. Puis là, on peut voir qu'il y a quand même un certain nombre de punaises. Donc, le grand nombre de punaises fait que cette loi-là va se répéter à de maintes reprises et ça va se diriger en bas vers les couloirs. Donc, ça, c'était la loi binomiale qui va se transformer en la loi normale. La loi normale, c'est simplement la distribution que les billes vont prendre une fois rendues dans les couloirs. Donc, comment c'est caractérisé, selon quelle forme ça prend quand ça va être dans les couloirs. C'est intéressant. Et combien de temps ça vous a pris de tout organiser, le tout? À peu près un mois et demi à peu près. Ouais. C'est quand même Juste pour ce projet-là, ouais. C'est un travail quand même qui est de longue haleine. Fallait que vous y pensiez longtemps d'avance, tout organiser, tout préparer. C'est un projet qui est éco-responsable. On a utilisé du bois, on a utilisé un peu de plexiglas, pas mal des affaires recyclées, là. Et puis vous, après la formation ici, vous allez où? Vous faites quoi? Pour ma part, je m'en vais en génie mécanique à Polytechnique. Et moi, en génie aérospatial à Polytechnique aussi. Donc, vous restez dans le domaine de trouver des idées Ouais, encore exactement. et tout. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration? Oui, sans problème. Donc, dans le fond, l'objectif, c'était d'évaluer un peu où est-ce que les petites billes tombaient. J'imagine que la logique aussi, ça fait qu'il y en a une majorité qui s'en vont dans le centre. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça ce que j'expliquais tantôt. Toutes les collisions ensemble, les billes, la loi binomiale, c'est devenu ce qu'on voit la forme ici, la loi normale qui a cette forme de courbe-là, comme ça. Là, on le voit concrètement. Bien, merci beaucoup, les gars, et félicitations. Merci beaucoup. Je suis avec ce qu'on appelle une pitching machine. Alors, Victor, peux-tu nous expliquer ce que c'est? Dans le fond, c'est un lanceur de projectiles qui utilise la friction avec des roues pour lancer, dans le fond, une balle, dans ce cas-ci, une balle de golf. Ça lance une balle de golf, mais j'imagine que c'est ajusté pour évaluer la trajectoire puis où est-ce qu'elle va s'en aller? Oui, dans le fond, on a différents niveaux d'ajustement avec différentes forces de batteurs, des moteurs à batteurs, dans le fond, qui nous permettent de lancer selon la distance qu'on veut. Puis après ça, on a fait une analyse de chaque lancer pour en sortir quelque chose. OK. Et comment elle fonctionne? Dans le fond, c'est pas si compliqué. On lance une balle à cet endroit-là. La balle est mise là? Oui. OK. Exactement. Elle descend le long du cône pour arriver juste en bas, là, sur la partie noire qu'on voit, qui est un capteur dans le fond de pression. Quand la balle elle arrive là, le cerveau qui est en bas, dans le fond, ça pousse la balle jusqu'au niveau des roues.
Puis à ce moment-là, dans le fond, les moteurs ils sont déjà activés au préalable. Puis la balle, elle arrive d'un roue, puis elle part vers la cible. OK. Et puis, c'était quoi l'objectif? C'est d'évaluer la vitesse de la balle et tout? Faire une analyse de projectile, puis aussi globalement, entre autres, qu'on a pensé comme utilité, c'est un joueur de golf peut se mettre en face et lancer la balle dans le filet. Puis ça va récompenser, dans le fond, le fait d'être précis. S'il est précis, la balle va revenir directement à lui. Sinon, il va être obligé d'aller la chercher par lui-même. OK, fait que c'est un instrument qui pourrait servir pour les joueurs de golf. Entre autres. Est-ce que vous vouliez d'autres choses, rajouter d'autres choses? Tu peux y aller. En fait, il y a un autre début principal, c'est qu'on voulait automatiser le tout. C'est pour ça qu'il y a un moteur qui pousse la balle directement et tout ça peut se faire à répétition en lançant la balle, ça lance et vice-versa. Pour ma part, juste quand on parlait que c'était des batteurs, on parlait vraiment de 2 batteurs à œuf. Donc c'est quand même c'est des affaires qu'on a achetées pour pas très cher, qu'on a pu réutiliser pour faire un moteur qui est quand même assez puissant, où on est justement allé chercher une portée quand même assez impressionnante, puis aussi une hauteur maximale que la balle allait atteindre lors de la trajectoire, qui était quand même assez impressionnante aussi. Fait que c'est quand même intéressant parce qu'il y a des matériaux recyclés, c'est du recyclage. Oui, exactement. C'est vraiment, on est allé à quelques endroits. On a utilisé encore une fois, comme avec l'autre appareil juste avant, on a utilisé beaucoup de bois, des affaires qu'on a trouvées dans l'école comme tel au CEMEC ici. Est-ce que c'est possible d'avoir une démonstration? Oui. Donc, je suis avec Noémie et Alexia qui font un test, à savoir entre les chats et les chiens, qui a une meilleure mémoire. Bonjour les filles. Allô. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu là, votre kiosque, comment ça fonctionne? Oui, parfait. Donc, nous autres, durant les derniers mois, durant notre session à l'école, on a fait l'étude de la mémoire entre les chiens et les chats. Donc ici, on a Chopin qui est un de nos cobayes durant notre étude. Donc, durant les 2 derniers mois, on a fait l'étude de savoir lequel allait mieux mémoriser le son d'une cloche. Donc, nous, ce qu'on a fait, ça s'appelle le conditionnement par la méthode de Pavlov. On a utilisé une cloche avec de la nourriture, quelque chose qu'ils aimaient pour leur faire apprendre à venir quand on faisait sonner le son de la cloche. Fait que dans le fond, durant 2 semaines, 2 fois par semaine, je veux dire, désolée, 2 fois par semaine pendant une période de 1 mois et demi, à vrai dire, on est allé les voir 2 fois par semaine, chacun des chiens, pour leur faire la méthode de Pavlov. Puis, dans le fond, après ça, on faisait sonner la cloche avec la nourriture. Puis, à la fin, on enlevait la nourriture, puis on faisait juste sonner la cloche. Puis, comme ça, on pouvait identifier s'il avait réussi ou non. Puis, dans le fond, à la fin de nos expériences, on a compris que les chiens, ils mémorisaient beaucoup plus facilement que les chats, parce on avait 4 chiens et 4 chats, puis 4 chiens ont réussi, tandis que seulement un chat a réussi, finalement. Comme ce que je remarque sur votre tableau, le chat a quand même fini en 2e position. Oui, quand même. Il a appris ça vite quand même, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques, comme les chiens un peu. Il est très affectif, il est beaucoup actif, puis il y a une proximité avec l'humain que les chats n'ont pas, parce que les chats sont plutôt indépendants. Puis ils aiment ça s'isoler, donc ça a été difficile de leur apprendre puis à jouer avec eux. Là, je vois, c'est Chopin, c'est lui qui est avec nous, hein, qui est le grand gagnant. Et puis, d'où vous est venue l'idée de faire une expérience entre les chiens et les chats? Bien, on aime beaucoup les chiens et les chats, puis on avait envie de les expérimenter, puis de comprendre pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils agissent ainsi, pourquoi que les chats et les chiens sont autant différents. Puis, c'est ça, on a réussi. Bien, c'est une très belle expérience, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Félicitations pour votre beau kiosque. Merci. Oui, oui. Ah, on peut le flatter. Ah, tu vas me filmer avec le chien? Je suis avec Chopin, le grand gagnant du concours. Plus de mémoire. Oui. Donc ici, je suis à un kiosque où on a inventé une crème, parce qu'on le sait qu'avec la pandémie, on s'est lavé beaucoup les mains, on a les mains sèches.
Alors là, on va pouvoir s'hydrater avec de la crème. Alors, je suis avec Benjamin. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Et tes acolytes Alexandre et Zachary. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre expérience? Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous présentez? Oui, en fait, on vous présente 4 types de crèmes. 2 crèmes à base de beurre, en fait, de beurre de mangue et de beurre de karité. Puis les 2 autres, c'est à base d'huile d'avocat pour la numéro 3, puis d'huile d'avocat avec la calendule, qui est une plante, pour la numéro 4. En fait, on a voulu chercher, dans le fond, avec nos recherches, et on s'est basé sur des faits de quel ingrédient qui est le mieux pour ça et vice-versa. Puis on a décidé on a voulu, en fait, savoir laquelle qui était la plus appréciée. Donc, on a soumis ça à des cobayes, puis ils ont fait des votations là, sur une note de 10. Puis c'est en fait la calendule, en fait l'huile d'avocat avec la calendule qui est ressortie la grande gagnante pour sa capacité de 1 à réparer les mains, puis aussi le fini qu'elle laisse. Là. Ça, c'est la numéro 4, la c'est numéro ça? 4, oui, en fait, c'est ça. Puis on a la numéro 2 qui est comme la moins appréciée, qui est le beurre de karité, qui était quand même étonnant, puisque c'est quand même un ingrédient qu'on entend souvent parler dans les cosmétiques, mais pour son fini vraiment gras, puis pas très agréable pour les mains. En fait, ça ne pénétrait pas dans nos mains. Donc, c'est fait, dans le fond, à base d'eau, en majorité base d'eau, puis de la phase huileuse. Puis pour unir les 2 phases, c'est une cire émulsifiante, qui est un procédé chimique qui permet de faire la crème telle qu'on la connaît. Et ça vous a pris combien de temps de créer ces crèmes-là? Bien, par crème, là, 2-3 heures, on avait notre batch de crème, là, puis... Mais les expérimentations, on a échelonné ça sur un mois environ. Parce qu'il fallait attendre que la calendule macère assez, en fait. Elle trempait dans l'huile d'avocat. Puis il fallait attendre 7 à 8 semaines avant que les propriétés soient extraites de la plante. Et puis, là, je l'ai parlé un peu avec la pandémie de la peau sèche, mais qu'est-ce qui vous a amené aussi à vouloir créer de la crème pour les mains? Bien, c'est dans le cadre de notre cours d'activité synthèse, en fait, de fin de programme. On n'était pas attiré vers le volet physique, on s'est enligné vers le biochimie. Puis la crème, honnêtement, c'est venu instinctivement, là. On ne savait pas quoi faire, on a fait, bon, on va faire de la crème. C'est d'actualité. Tout à fait. Quand on ne sait pas quoi faire, on fait de la crème. Hey, ben merci beaucoup, c'est un beau projet. C'est possible de l'essayer? Ben oui, certainement. Ben oui, j'aimerais ça, j'ai les mains sèches en plus. Ben oui. Je vous conseille la crème gagnante. Tu peux-tu juste tenir, je peux parler. Fait que je vais tester la crème. J'en mets-tu j'en mets direct dessus? Comme ouais, ça? direct dessus, comme ça. Ouais, c'est ça. Elle est douce, en tout cas. Ça fait du bien. J'avais les mains sèches. Wow! C'est le fun parce qu'elle n'est pas trop graisseuse non plus. Ouais, bien, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'elle a été... C'est pour ça qu'elle a gagné. C'est pour ça qu'elle a gagné. Ouais. Wow, ben là, j'ai des belles mains. Des belles Ben mains. merci. Et puis, vous voulez... Là, j'imagine que vous allez poursuivre vos études. Vous continuez en quoi? Je m'en vais en enseignement primaire. Moi, en architecture. Enseignement secondaire. D'où vous en allez dans d'autres choses que dans l'expérimentation, de l'invention. Bien, félicitations. Bravo, c'est un beau projet. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Je suis à un autre kiosque. Là, on parle des bactéries. On va en savoir un petit peu plus sur les bactéries avec Julien et Sarah Maude. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi votre expérience? Bien, à la base, on voulait surtout expliquer que dans la vie, il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Alors, les bonnes, c'est eux qui sont à la bonne place dans notre corps, ainsi qu'ils sont en bonne quantité parce que lorsqu'ils deviennent trop nombreuses, c'est là qu'on peut développer certaines problématiques avec, par exemple, notre peau. S'il y a une bactérie qui est prédominante, c'est là qu'on peut avoir des boutons ou des lésions de grattage. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons exposé à des bactéries des différents antibiotiques afin de voir leur comportement à long terme parce qu'on voulait développer qu'un jour, la bactérie devienne plus forte que l'antibiotique pour un jour prouver que si on l'utilise trop souvent, c'est pas très bon. Et vos expériences, est-ce qu'elles sont concluantes? Est-ce que vous arrivez à les conclusions que vous vouliez avoir? Bien oui, en effet, on peut prouver qu'avec notre charte graphique ici présent, on a prouvé que nos diamètres autour des antibiotiques diminuaient à chaque fois qu'on le faisait, malgré certaines fluctuations. Alors, ça prouve qu'à long terme, en mettant qu'on utilise la même antibiotique pour la même bactérie sur 1 an, on pourrait complètement dire que l'antibiotique est inefficace maintenant contre la bactérie. Là, je vois que vous avez toute une installation aujourd'hui pour votre kiosque. À quoi ça sert?
Mais nous avons des géloses rouges. Ça sert à développer notre bactérie parce que c'est le milieu de vie idéal pour celui-ci. C'est une gélose de sang de mouton. Alors, on l'a mis à une température de 37 degrés parce que c'est juste des bactéries pour notre corps, pour le corps humain. Alors, c'est à 37 degrés avec un certain taux d'humidité pour qu'il puisse pousser idéalement. Par la suite, nous les avons mis sur une autre gélose plus translucide avec les antibiotiques. Alors, c'est là qu'on a pu vraiment délimiter le diamètre autour de ceux-ci. Et puis, pourquoi avoir eu cette idée de faire votre projet sur ce sujet-là, les bactéries? Mais à la base, on trouvait que les trois, on est super intéressés par la biologie des êtres vivants. Et en plus, avec la COVID, on a parlé de virus. Puis malheureusement, vu que les virus, c'est toujours mauvais, on voulait un petit peu de bon aussi de là-dedans. Alors, on voulait aussi parler des bactéries et leur efficacité. Fait que là, on parle des virus, on en a eu un dans les 2 dernières années. Et puis, est-ce que vos expériences pourraient être faites là-dessus aussi? Malheureusement, pas tant que ça, parce qu'un virus, c'est le temps qui va faire en sorte que ça se règle. Alors, même si on voudrait donner un médicament, ça ne changerait rien à l'efficacité du virus. Et puis, si on veut comparer une bactérie avec un virus, c'est quoi les grosses différences? Pas mal qu'un virus, c'est non-vivant et une bactérie, ça l'est. Alors, la bactérie, ça, il faut les conditions de vie pour. Le virus va juste apparaître et ça va être tes anticorps qui vont être obligés de découvrir comment le détruire par lui-même. T'avais-tu autre chose que tu voulais rajouter? On te laisse à l'abandon. Par exemple, ce projet-là, on pouvait aussi s'en servir pour sensibiliser les gens à ne pas trop prendre d'antibiotiques. Parce qu'en fait, des fois, j'ai mal à la tête, je vais prendre d'antibiotiques ou des fois, il y avait trop de prescriptions. Et ça fait que les bactéries peuvent avoir une trop grande présence d'antibiotiques qui vont devenir résistantes. Et ensuite, les antibiotiques ne seront plus efficaces. OK, fait que là, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire attention. Dès qu'on a des petites douleurs, c'est pas nécessairement sauter tous les antibiotiques. Oui, c'est ça. Bravo, voilà. Bien, merci beaucoup. C'est un beau projet, une belle expérience. Je vous souhaite une belle continuité puis une belle journée. Je suis avec des élèves de l'école Sainte-Ursule qui sont venus voir l'exposition aujourd'hui. Bonjour, c'est quoi vos noms? Moi, c'est Lucas. Étienne. Jacob. Donc, vous êtes venus voir l'exposition. Comment vous trouvez ça? Ben, c'est bien, là. C'est cool de voir que tout le monde est là, puis que, peut-être que ça va être nous plus tard, là. Ça vous donne des idées, ça vous donne le goût peut-être de faire ça plus tard? Ouais. Toi? Ben, très bien. Ouais. C'est moins ton domaine, tu ne te vois pas t'en aller là-dedans, mais c'est quand même intéressant à regarder. Ouais. Puis toi? Ouais, je trouve ça le fun. En plus, ça nous explique un peu comment ça marche, puis tout, là, genre les bactéries, les choses de même. Là. Oui, déjà, ça, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas tout ça, puis on ne sait pas tout comment ça fonctionne. Fait que c'est instructif en même temps. Ouais, c'est ça. Bien, merci beaucoup, les gars. Bonne journée. Merci. Je suis avec Julie du CEREX qui est présent lors de l'exposition scientifique. Bonjour, Julie. Bonjour. Pourquoi le CEREX est présent à cette exposition? Bien, on est une antenne du Centre matapédien d'études collégiales et du Cégep de Rimouski. Donc, on a été mis en place par eux comme centre de recherche ici à Amqui. Puis, on a la possibilité d'offrir des stages aux étudiants. Donc, ici, dans les kiosques que vous voyez, on a quelques stagiaires là, qui sont venus travailler chez nous. Ça vous permet aussi de rencontrer des jeunes, offrir une possibilité de stage. Ça fait combien d'années que vous êtes impliqués dans cette exposition? Je dirais une dizaine d'années là, qu'on vient, dépendant des conditions aussi. Là. Quand on vient, on est partie prenante de l'expo. Et puis là, vous présentez, vous avez quand même un petit kiosque, que vous présentez un peu les produits que vous faites, les expériences que vous faites. Oui, bien, les produits qu'on va développer avec l'industrie, la recherche que l'on fait, puis aussi des projets étudiants, donc le bois transparent, le bois éponge, donc on vient présenter différents travaux. Ça, c'est le bois éponge? Oui. Ah, c'est particulier? Oui, bien, c'est le bois qu'on va délignifier. On va enlever un constituant qui est la lignine. Donc, puis le bois devient compressible. Donc, c'est un bois, finalement, qu'on peut utiliser comme éponge, donc il y a un déversement d'huile. L'huile va être captée par le bois, puis il peut prendre jusqu'à 40 fois son poids. On peut le compresser pour enlever l'huile, puis recommencer une dizaine de fois. Ah, fait qu'il y a quand même des belles choses intéressantes à découvrir. Oui, le bois, c'est infini.
Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire le tour des kiosques. Vous pensez quoi des projets là, qui sont présentés aujourd'hui? Beaucoup d'imagination, des sujets très intéressants, très diversifiés aussi, qui vont avec la chimie, la physique. Donc, c'est intéressant de voir que les jeunes se préoccupent de la recherche aussi. Donc, il y a du beau potentiel, hein? Oui. Si on voit, là, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de potentiel, donc plein de belles main-d'œuvre qui s'en viennent dans le domaine. En plein ça, puis on espère qu'il y en a quelques-uns qui vont revenir au CEREX. Bien, merci beaucoup, Julie, puis on vous souhaite une bonne journée. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. Si vous avez manqué l'exposition scientifique cette année, elle sera de retour l'année prochaine, comme à chaque année. Donc, c'est une exposition qui permet de mettre en valeur les travaux des étudiants en sciences de la nature. Et puis, pour savoir tous les autres événements qui se passent au CEMEC, vous pouvez consulter la page Facebook.